Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour 50 minutes pour parler ce soir de la mondialisation dans l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. Pour débattre de ce sujet, trois invités que je vous présente tout de suite. À mes côtés, Michel Cantu. Michel Cantu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce qu'il convient d'appeler un grand serviteur de l'État. Vous êtes entré à la direction du Trésor à votre sortie de l'ENA en 1960. Vous avez été vous-même directeur du Trésor en 1982, jusqu'à ce que vous soyez nommé gouverneur de la Banque de France, fonction que vous avez occupée de 1984 à 1987, avant de devenir pendant 13 ans le directeur général du Fonds monétaire international, poste occupé aujourd'hui par Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes depuis septembre 2009 un homme avec une fonction très particulière, choisi par le président de la République. Vous êtes ce qu'on appelle le contrôleur des rémunérations dans le secteur financier. Les journaux qui ont le sens de la formule vous appellent le tsar des rémunérations. Et donc vous êtes là pour veiller à ce que le système bancaire français ne commette pas d'abus dans la rémunération de ses hauts dirigeants. À vos côtés, le père Baudouin Roger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, père Roger, un prêtre du diocèse de Paris. Vous êtes aussi enseignant-chercheur au Collège des Bernardins, spécialisé notamment dans ces questions d'économie. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Et j'ajoute que vous avez été pendant 14 ans un cadre de grands groupes dans l'informatique et les télécommunications en France et à l'étranger. Vous êtes également polytechnicien et vous avez à vos côtés notre troisième invité, Jérôme Contamine, qui je crois est un de vos camarades de promotion à l'X. Jérôme Contamine, bonsoir. Vous êtes donc polytechnicien, énarque. Vous avez commencé votre carrière comme magistrat à la Cour des comptes. Vous avez ensuite passé une douzaine d'années dans le groupe Elf Aquitaine, devenu Total, là encore dans divers postes en France et à l'étranger. Vous êtes ensuite entré dans le groupe Vivendi Environnement, devenu Veolia. Vous en étiez le directeur général jusqu'au début de cette année. Et vous êtes, depuis mars 2009, le directeur financier, et donc le numéro 2 du grand groupe pharmaceutique français et international, Sanofi-Aventis. Alors, je vous propose de diviser notre soirée en quatre thèmes autour de la mondialisation et de l'enseignement du pape Benoît XVI. Peut-être pouvons-nous commencer par la mondialisation, facteur de progrès. Dire ça aujourd'hui, ça passe presque pour une provocation, à une époque où les Français ont une vision plutôt négative de la mondialisation, qu'on considère à tort ou à raison comme responsable de la crise. Alors, est-ce que Baudouin Roger, le pape Benoît XVI, est un provocateur ? Je ne pense pas, que vous pensez bien. Je crois que d'abord dans l'encyclique, le pape donne des arguments très factuels en parlant des apports de la mondialisation, en particulier en soulignant qu'elle a permis de sortir un grand nombre de populations de la pauvreté. Il y a eu effectivement 500 millions de personnes qui sont sorties du seuil de la pauvreté, je crois, dans les 15 dernières années, et cela dans une population croissante. Donc c'est un résultat notable qui est remarqué par l'ONU notamment. Deuxième élément, c'est que ça a permis aussi à un grand nombre de pays de sortir du sous-développement et de participer à l'économie mondiale. Donc c'est aussi un élément très important. Mais de façon plus significative, à mon sens, il me semble que le pape met cette mondialisation dans une perspective qui nous rejoint, nous chrétiens. Il rappelle d'abord cette citation de Paul VI qui soulignait l'interaction qui existe entre cet élan, je cite, vers l'unification de l'humanité et l'idéal chrétien d'une unique famille des peuples solidaires dans une commune fraternité. Et il me semble, on y reviendra probablement dans la discussion, mais que dans cette encyclique, le pape nous montre comment la charité est à l'œuvre à l'intérieur du monde de l'économie et de la politique pour justement que cette solidarité croissante, cette interdépendance croissante devienne le lieu de la réalisation d'une communion. Alors évidemment, je pense que fondamentalement, il a une perception positive de la mondialisation. Elle n'est pas sans réserve et surtout, il n'est pas sans rappeler les responsabilités que nous en avons. Il nous indique qu'il faut en corriger les dysfonctionnements dont certains sont graves. Alors on pourra probablement y revenir lors du débat.
Mais fondamentalement, oui, il a une appréciation positive de la mondialisation. Mais cette charité qui est à l'œuvre, est-ce qu'elle est à l'œuvre, entre guillemets, par hasard? C'est-à-dire qu'a priori, le moteur de la mondialisation, c'est ce que les économistes appelaient au XIXe siècle la main invisible du profit. Alors, comment se fait-il qu'il y ait cette rencontre, a priori un peu fortuite, entre la charité et le développement économique dans un modèle qui est a priori libéral? Alors, je répondrai plutôt en me référant au soubassement anthropologique, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un développement très intéressant du pape dans cette encyclique sur la place de la relation dans la constitution des personnes, et il indique combien les relations sont importantes, parce que ce sont à travers les relations que l'identité de l'homme se précise et que son humanité s'accomplit. En ce sens, l'extension de cette sphère de relations que permet la mondialisation, elle est un lieu de croissance pour chacune des personnes et aussi pour la communauté qu'il constitue. Michel Cansu, la mondialisation, facteur de progrès, ça vous va? Ça me va tout à fait, et il était grand temps qu'une voix aussi autorisée dans l'Église le dise. Il est assez remarquable de se souvenir que, bon, je passe sur les débats que nous avons eus en France à ce sujet, tellement imprégné d'idéologie et en général maudissant la mondialisation, n'y voyant surtout que des aspects négatifs. Certainement très au courant de ces débats, Jean-Paul II avait pris une position assez neutre, disant « la mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise, elle sera ce que nous en ferons ». Très bien. Vous avez très bien dit que Benoît XVI se démarque un peu par rapport à ça. Il cite cette phrase de Jean-Paul II à l'Académie pontificale des sciences, mais il ajoute ce que vous avez dit, à savoir que la mondialisation a été le principal moteur pour que des régions entières sortent du sous-développement, et ceci représente en soi une grande opportunité. Il parle là comme un écrivain non chrétien du Pérou, Mario Vargas Llosa, disant, je me souviens de cette phrase, que jamais dans l'histoire du monde, l'humanité n'avait eu autant d'opportunités de vaincre ces maux ataviques que sont la guerre, la faim, le mépris de l'autre et l'oppression. Oui, la mondialisation nous apporte tout ça, et le pape ajoute d'ailleurs dans un autre paragraphe, parce qu'il faut reconnaître que cette encyclique est construite d'une façon un peu compliquée, hein. Mais donc il y a un autre paragraphe portant sur le même thème et qui dit qu'en plus la mondialisation convenablement gérée, phrase incidente lourde de sens, convenablement gérée, elle offre la possibilité d'une grande redistribution de richesses au plan mondial. Voilà. Alors ces possibilités sont là. Oui, la mondialisation nous apporte tout ça, mais elle charrie tous les risques que l'on sait. Et par-dessus le marché, c'est un phénomène humain. Et l'homme étant ce qu'il est, le mal est présent à tous les stades, et donc il faudra en permanence non seulement élargir notre horizon, comme le pape le dit, pour saisir toutes ces opportunités positives, mais aussi se convertir suffisamment et changer les structures du mal en structures du bien, pour que la mondialisation soit en effet une étape vers un mieux pour l'humanité. Une humanité solidaire, etc. Question ouverte, est-ce qu'on peut dire que le pape, justement en expliquant que la mondialisation est un facteur de progrès, entre guillemets, prend parti pour le système capitaliste, lui donne un blanc-seing, ce qui n'a pas forcément été toujours aussi précis ou aussi clair, Michel Cansu le rappelait à l'instant, dans l'Église? Baudouin Roger, question provocatrice. Alors, non, elle n'est pas provocatrice. La réponse avait été donnée d'une manière très très claire par Jean-Paul II dans Sanctissimus Annus, et elle est reprise dans les mêmes mots par Benoît XVI. Son prédécesseur avait dit qu'il n'y a pas de raison de condamner le marché et que celui-ci
est certainement un moyen approprié pour assurer un fonctionnement convenable des transactions économiques entre les hommes, à condition qu'il soit convenablement régulé. S'il ne l'est pas, il faut le condamner. Et, enfin, je raccourcis le langage, mais c'est bien ça. Ce qui ne va pas, c'est qu'on a laissé, depuis, disons, le début des années 80, on a laissé les idées néolibérales devenir la doctrine de tout le monde, et en particulier de tous les gouvernements de l'Ouest. Il ne faut pas que l'État intervienne dans les transactions économiques et financières. Toute intervention publique, fût-ce-t-elle au nom de l'éthique, vont dérégler les mécanismes et aboutir à des équilibres suboptimaux. C'est contre ça que le pape nous met en garde, et il le fait opportunément au moment où la crise nous a montré que la non-régulation de la sphère financière peut aboutir à des catastrophes. Baudouin Roger, oui au capitalisme, mais régulé. Oui, alors je dirais que cette position, elle est celle de l'Église depuis Rerum Novarum 1891, c'est-à-dire à la fois une prise de distance vis-à-vis de toute planification et collectivisme qui nierait la liberté de l'homme et sa capacité d'initiative, sa capacité créatrice, mais à l'inverse, il y a toujours justification de la légitimité de l'intervention de l'État pour justement réguler, orienter l'économie dans le sens du bien commun. Et dans cette encyclique, Benoît XVI y revient très précisément en disant non seulement il ne faut pas séparer l'économique du politique, ce qui est condamné, ça n'est pas le libéralisme en tant que capacité de s'engager dans des projets économiques, mais c'est une forme d'idéologie libérale radicale qui, comme l'a très bien dit Michel Cantu, dénierait à l'État tout droit d'intervention, ou surtout postulerait que toute intervention de l'État aurait des effets négatifs. Benoît XVI, comme tous ses prédécesseurs, s'oppose à cela, et il maintient la nécessité de tenir ensemble non seulement le politique et l'économique, mais aussi il fait intervenir, et cela c'est une nouveauté, la place de la société civile. Et ça c'est ce que je trouve très intéressant, et c'est l'un des points importants de l'encyclique, c'est que nous avons souvent tendance à nous situer en dehors de l'arène, en quelque sorte. Le politique, c'est l'affaire de nos élus, de nos représentants. Eh bien, en faisant référence à la société civile, il nous engage tous en tant qu'acteurs responsables de cette mondialisation, et il nous invite à y œuvrer. Jérôme Contamine, vu de votre fenêtre de cadre dirigeant de grands groupes internationaux, comment vous avez reçu ce message mondialisation, facteur de progrès ? Écoutez, peut-être simplement pour compléter ce que viennent de dire les autres intervenants, deux ou trois réflexions. Bon, la première, c'est que pour moi, la mondialisation, vous avez dit au fond mondialisation capitalisme, mondialisation main invisible du marché, c'est pas ma lecture, moi, de la mondialisation. Et en me demandant au fond pourquoi est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à la mondialisation, je suis plutôt arrivé à me dire qu'il y avait trois facteurs qui étaient clés. Le premier, c'est la démographie. Je suis né il y a 50 ans, il y avait 3 milliards d'habitants sur Terre, il y en a plus de 6 milliards aujourd'hui, plus du double en 50 ans, et finalement, sans doute plus aujourd'hui d'habitants qu'il n'y en a jamais eu dans les siècles qui ont existé depuis l'histoire de l'humanité. Et vous êtes vous-même père de 4 enfants, donc vous y avez contribué. Et j'y contribué, je vous en remercie. Donc je crois que ça c'est un point extrêmement fort. Le deuxième élément de la mondialisation... Et Michel Cantu de 6 enfants, pardon, je vous coupe une seconde, précise-t-il. Il fallait rattraper le père Roger. Avec le père Roger, ça fait une moyenne. Pardon. Non, je crois que ça c'est... Je vous en prie, non pas du tout. Et le deuxième élément quand même de cette mondialisation, au-delà ou en parallèle de cette évolution de l'économie, c'est la chute des autres modèles. C'est la chute du mur de Berlin, c'est l'ouverture de la Chine, qui est un élément absolument majeur, puisqu'il est à la fois démographique par le nombre et symbolique par l'ouverture de la Chine à l'économie de marché. Et je crois que ça c'est le deuxième élément de la mondialisation qui est important. Et le troisième, qui l'a rendu possible, c'est l'évolution des techniques. Et dans l'évolution des techniques, c'est l'échange, à la fois l'échange physique des biens et des services, des biens qui fonctionnent plus qu'avant parce que les progrès techniques le permettent, mais ça date d'il y a plus longtemps, et puis l'échange des services
par l'intermédiaire de l'informatique. C'est fondamental. La rapidité de circulation de l'information, qui a permis bien sûr le développement, par exemple, de la sphère financière, et probablement à l'excès, n'est pas que cela. C'est aussi le fait que partout dans le monde, quiconque a accès à Internet a la même information exactement au même moment et en a éventuellement des lectures différentes. Donc je crois que pour moi, la mondialisation et son opportunité, c'est au-delà de ce qui a été dit, de la possibilité ou de l'opportunité de donner accès à un très grand nombre de gens à un niveau de vie, à des biens essentiels, à sortir de la pauvreté. Est-ce qu'on est allé assez vite? Sans doute pas. Mais ceci est quand même une réalité. Il suffit, c'est mon cas, d'aller me promener régulièrement à travers le monde, et que ce soit d'ailleurs en Asie, bien sûr, en Amérique du Sud, ou même dans certains pays africains, on voit bien que des progrès naissent, en même temps que ces progrès, et ça a été dit, des risques, des écarts de richesse, des écarts qui sont intolérables de richesse, y compris dans ces pays, et d'abord peut-être dans ces pays émergents, mais un développement absolument phénoménal. Donc, une croissance et une réduction de la pauvreté, et puis un deuxième élément, c'est les échanges des cultures. Et ça, je trouve que c'est à la fois une opportunité et peut-être aussi une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, le monde occidental d'origine judéo-chrétienne est confronté à égalité avec des gens qui n'ont pas cette culture. Et nous croyons faire du capitalisme de marché en Chine. Nous savons bien tous les jours, pour ceux qui le font, que c'est pas comme ça que ça se passe. Nous croyons faire du capitalisme de marché en Inde, et c'est pas comme ça que ça se passe, et je ne parlerai pas de la Russie. Donc, derrière cette idée que la mondialisation est simplement une évolution, une sorte de domination du modèle capitaliste, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, et notamment qu'il y a une complexité du monde qui naît à la fois de ces cultures, de ces plaques tectoniques des cultures, de ces déplacements démographiques, ou en tout cas de ce déplacement des forces relatives démographiques, et derrière les forces relatives démographiques, des forces relatives de la richesse. C'est une porte ouverte. Chacun sait que l'avenir, le XXIe siècle aujourd'hui, tout le monde le pense, se situe quelque part entre l'Asie et la côte ouest de l'Amérique. Mais est-ce que vous n'êtes pas quand même en train de nous décrire un monde un peu idéal? Parce que la mondialisation, c'est aussi, la question est ouverte à vous trois, des mouvements d'exode ruraux massifs, de nouvelles inégalités encore plus criantes que ce qui pouvait être avant. Aussi parfois une forme de nouvelles formes d'exploitation de certains habitants de notre planète. Ça va sans dire. Je crois que c'est bien d'ailleurs le sujet qui nous réunit ce soir. La mondialisation n'est pas mauvaise en soi, elle est plutôt même peut-être facteur de progrès, en tout cas opportunité de changer la vie des hommes. Elle est aussi pleine de risques. Et sans aller très loin, au fond, la mondialisation, elle a aussi apporté les excès de la crise financière par les circulations de l'argent, parce que mondialisation est devenue dérégulation, et dérégulation a signifié finalement que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi et que c'était la loi de la jungle. Et ça se décline dans les thèmes que vous évoquez. Donc je crois qu'on va parler tout à l'heure de régulation. Il y a des personnes éminentes autour de cette table qui sauront parler beaucoup mieux que moi, mais il est clair que qui dit mondialisation dans un monde extrêmement complexe, avec des cultures différentes, avec des modes de fonctionnement locaux différents, rend nécessaire une organisation mondiale qui aujourd'hui n'existe pas. Dans son encyclique, le pape Benoît XVI a une expression qui est très belle, mais qui mérite peut-être quelques explications, Père Baudouin-Roger. C'est le principe de gratuité dans la mondialisation. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que vraiment c'est possible ? Oui, alors c'est effectivement une des nouveautés importantes de ce document. Non pas qu'elle n'a pas été présente dans les propos de ses prédécesseurs, puisque Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, se référant d'ailleurs à Gaudium et Spes, donc en 1965, citait « C'est par le libre don de soi que l'homme devient authentiquement lui-même ». Alors, il y a là une affirmation anthropologique très forte, et qui ne situe pas ce don et cette gratuité, vous voyez, dans l'ordre de la charité au sens de l'aumône. Elle vise plutôt à nous faire prendre conscience de l'importance de cette catégorie du don et de sa présence au cœur de nos vies quotidiennes. Alors, chacun pourra y réfléchir. Le don est certainement largement vécu dans les familles, mais je pense qu'il est aussi très largement vécu dans les entreprises. Et je pense d'ailleurs aussi qu'une des difficultés que traversent un grand nombre de nos entreprises sont liées au fait qu'elles n'ont pas compris ou pas saisi suffisamment l'importance
que ce don pouvait avoir pour ses salariés. Alors, quelle forme prend-il ce don de manière très concrète? Eh bien, il suffit de penser que lorsque je vais travailler, je ne me situe pas seulement dans le cadre d'un échange salaire contre travail. Il y a bien d'autres choses qui me motivent et qui ne sont ni le salaire, ni le cours de bourse, ni le profit. Et c'est sans cet attrait ou cette satisfaction que l'homme éprouve en se donnant, eh bien, je ne sais pas comment on pourrait justifier de tous les actes de bienveillance, de coopération dans les entreprises, d'écoute, d'attention à l'autre, de service, qui font que les entreprises sont d'ailleurs efficientes. Mais là encore, Jérôme Contamine, c'est un message qui est un petit peu en rupture avec l'ère du temps, avec l'actualité, avec ce qu'on entend dans les entreprises, avec le stress qu'elles génèrent, avec ces cas dramatiques de suicide dans de grands groupes français qui font la une de l'actualité. C'est pas un peu étonnant de parler de dons de gratuité, comment on va dire ça, de satisfaction personnelle dans un monde de l'entreprise qui est défini comme de plus en plus violent et brutal? Alors, écoutez, je crois que pour être franc, cette partie de l'encyclique, pour le dirigeant d'entreprise que je suis, n'est pas été la plus facile, et je l'ai relue plusieurs fois pour essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer et en dire sans être, je dirais, dans le domaine de la langue de bois dans l'entreprise. Alors, je crois que ce que vient de dire Baudouin Roger et le père Roger est tout à fait exact. L'entreprise doit trouver et doit souvent retrouver, vous faisiez allusion à des sujets récents, une actualité relativement brûlante sur le territoire français. L'entreprise doit retrouver des domaines de gratuité, des domaines d'échange qui ne correspondent pas simplement à un échange marchand. Il faut bien reconnaître que l'évolution de l'organisation de l'entreprise ne porte pas nécessairement à ça, et c'est probablement bien là qu'est venu un certain nombre de déviances qui aboutissent malheureusement à des cas difficiles. Alors pour autant, quand on y réfléchit, je crois que l'entreprise a en même temps perçoit ça de façon assez régulière. C'est-à-dire qu'au fond, elle est assez tiraillée, et là je parle peut-être de ses dirigeants, entre les obligations de résultat, donc un rapport totalement économique, des indicateurs de rémunération, de progression qui sont uniquement quantifiés, et puis d'autres éléments. Il y a des mots qu'on emploie beaucoup dans l'entreprise. La culture, la loyauté, la fidélité sont des mots qui reviennent toujours. Alors ces mots, bien sûr, certains pourront avoir l'impression, et souvent dans l'entreprise, il faut bien le dire, qu'ils sont galvaudés. Mais pour autant, si on y revient toujours, c'est qu'il y a bien un sujet. Et lorsqu'on regarde la manière dont beaucoup d'entreprises, notamment de grandes entreprises, parce qu'elles ont peut-être un peu plus de moyens, essaient de réserver un espace à la gratuité, alors véritablement à la gratuité, autour de fondations, autour d'activités qui ne sont pas des activités guidées par le profit, et l'importance que ceci a pour les salariés. Je crois que les entreprises perçoivent régulièrement le besoin de cela. Je peux vous donner quelques exemples de mes expériences passées ou actuelles. Hein. Aujourd'hui, chez Sanofi Aventis, nous avons développé une politique d'accès aux médicaments qui vise à permettre dans un certain nombre de cas, de développer des anciens médicaments à destination de populations défavorisées, dans le domaine du palu, dans le domaine de la maladie du sommeil, dans le domaine de la malaria, et dans des conditions de prix qui sont en fait des prix coûtants. Alors, vous allez me dire, on n'a pas inventé ça par hasard. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique avait été extrêmement critiquée pour ne pas donner accès dans des conditions financières possibles à tout ce qui pouvait traiter le sida dans les années 80-90, et que chaque entreprise dans ces conditions a essayé de trouver des réponses à ce sujet. Donc je dirais qu'on voit, pour prendre cet exemple, et je ne serai pas plus long, comment l'entreprise est obligée, se rend bien compte qu'elle a besoin de recréer des espaces de dons et de gratuité pour faire vivre la communauté des hommes et des femmes qui la constituent à l'intérieur de l'entreprise, et pour se faire accepter en tant que monstre puissant et froid, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'ensemble de la communauté externe, vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis, disons, des stakeholders, hein, comme on dit aujourd'hui. Et selon vous, sans langue de bois, ça n'est pas uniquement une question d'image, une question de nécessité aujourd'hui d'apparaître comme une entreprise citoyenne? Je crois qu'il faut pas être idyllique. Hein. On sort des résultats trimestriels. On en parlera tout à l'heure, on a des actionnaires qui en veulent toujours plus, on a des obligations de résultats, on a aussi des contraintes financières qui s'imposent à nous. Mais en même temps, ces sujets-là ne sont pas faits simplement, je dirais, pour amuser la galerie. Hein. C'est véritablement des besoins qui sont ressentis.
le fait d'associer ces salariés à des actions qui sont encore une fois des actions de type humanitaire, de type caritatif, etc., en y mettant de l'argent, c'est véritablement un besoin. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il y a moins en moins d'entreprises, il y a moins en moins de fondations qui vont subventionner de très belles expositions dans les beaux quartiers parisiens et beaucoup plus qui vont faire de l'humanitaire. Et je crois que c'est pas par hasard, et c'est pas simplement pour paraître citoyen, c'est parce que véritablement, il y a le ressenti aujourd'hui que ceci est important. Michel Camps, c'est vous qui êtes... Pardon, allez-y, Baudin-Roger. Oui, il me semble quand même que le pape nous invite aussi à aller un peu plus loin et à voir comment la gratuité est à l'œuvre. Non, pas seulement, bien sûr, dans les activités secondaires dans l'entreprise, comme des fondations, mais à voir comment elle doit être présente au cœur même de l'activité économique. Alors, et là, c'est clair, et d'ailleurs, il en parle, qu'on se retrouve confronté à la logique financière et aux impératifs de rentabilité. Que d'ailleurs le pape questionne aussi, mais en soulignant que le profit ne doit pas être le critère exclusif qui doit gouverner les destinées de l'entreprise. Michel Camps. Oui, non, je reviens à votre question initiale. Vous disiez, voilà, de belles paroles du pape, mais est-ce qu'on n'est pas en pleine utopie ? D'autant que le pape, là aussi, en a rajouté par rapport à son prédécesseur. Son prédécesseur disait, voilà, il y a 3 sphères. Il y a la sphère du marché, là, c'est le contrat. Il y a la sphère de l'État, et l'État est là pour établir la justice. Et puis il y a la société civile, et là le don peut s'épanouir. Ce que nous dit Benoît XVI, c'est que non, il faut que tout ça s'imbrique, et que le don pénètre jusqu'à, et y compris, le monde du marché, comme M. Contamine vient de le dire. Alors, est-ce qu'on est en pleine utopie ou pas ? Eh bien, je dirais que lorsqu'on voit la manière dont la globalisation s'est développée, quand on voit la manière dont la crise a pris place et les conséquences qu'elle comporte, quand on voit les menaces sur le monde pour les 30 prochaines années, à commencer évidemment par le changement climatique, eh bien, on en vient à se dire que s'il n'y a pas beaucoup plus de dons dans la gestion de l'économie mondiale, eh bien là, oui, on va à la catastrophe. Et j'irais jusqu'à dire qu'il serait utopique de penser que la mondialisation peut fonctionner si on n'injecte pas davantage de dons, pas seulement dans les relations interpersonnelles, mais y compris, évidemment, dans les relations entre les peuples. Je prends un exemple parmi 1000, mais qui me frappe énormément. On sait maintenant, à la suite des travaux des Nations Unies, qu'à partir de 2020, il y aura entre 70 millions et 200 millions de personnes, et alors l'expert qui a sorti ces chiffres s'excuse de pas pouvoir resserrer davantage la fourchette, mais c'est un homme humble, il nous dit que voilà, excusez-moi, mais ça sera un chiffre entre les deux. Supposons que ce soit seulement 70 millions de personnes de plus que les migrants d'aujourd'hui qui viennent s'ajouter au flux de migration des pays du Sahel, essentiellement vers nos pays, à moins qu'on soit capable d'ici là d'aider ces pays à s'adapter d'une manière vraiment radicale et profonde au changement climatique, eh bien oui, la mondialisation aura abouti à une catastrophe, une nouvelle catastrophe. Et donc, je pense que non seulement le pape n'est pas utopique, mais le réalisme pour demain implique certainement un sursaut de gratuité. Baudin-Roger, à votre avis, dans l'esprit de Benoît XVI, cette unité de la sphère économique qui doit à la fois laisser sa place au profit, mais aussi au don, à la gratuité, elle est comme le reflet de l'unité de la personne ? Alors, d'abord, j'ajouterais d'abord que Benoît XVI dit non seulement ces dons, ces gratuités, elles sont présentes, mais aussi il ajoute qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires à la cohésion de la société. Et je peux citer, la cité de l'homme n'est pas uniquement constituée de rapports de droits et de devoirs, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. Et puis un peu plus loin, il y ajoute, le marché n'arrive pas à produire la cohésion sociale dont pourtant il a besoin pour bien fonctionner. Et donc on voit que, en quelque sorte, il y a comme une cohésion nourrie par le don qui est implicite, qui est première. En fait, le système a besoin presque autant du don que du capital. C'est un peu ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que je pense que
moi, je reviens toujours au fondement anthropologique. Je crois que l'homme étant une personne, eh bien, il est porté spontanément, il est porté par un élan vers la communion et qui le pousse au don parce qu'il y trouve son bien et sa joie. Et la communion à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens, eh bien, ce n'est pas un fardeau que nous portons, mais c'est une joie. Parce que c'est l'accomplissement de notre nature en tant que personne humaine. Autre thème de cette encyclique du pape Benoît XVI, le rôle des politiques et des organisations internationales pour réguler la mondialisation. On a déjà dit un mot de la régulation. Évidemment, Michel Cantu, on a envie de vous entendre là-dessus, vous qui avez été le patron du FMI pendant de nombreuses années. Écoutez, je reviens à quelque chose que j'ai déjà suggéré. Le système financier s'est effondré faute de régulation. Il faut donc remplacer ça. Le pape observe ce phénomène et il ajoute quelque chose, c'est que, honnêtement, l'État-nation n'est plus à l'échelle. Et que, compte tenu de la dimension mondialisée des problèmes, il faut des régulateurs qui soient capables d'agir au plan mondial. Bien. Alors, à partir de là, d'abord, il faut bien se rendre compte du fait que le pape suggère le changement de paradigme radical que nous sommes en train de vivre. Nous, depuis les années 80, nous vivions dans un système où il était interdit d'interdire, où l'État ne devait pas se mêler de la sphère financière. Je me souviens d'un jour où Mme Thatcher a failli me sortir de son bureau parce que j'étais venu lui dire qu'il fallait demander aux banquiers de faire un effort pour rééchelonner la dette des pays du tiers-monde. Et elle m'avait dit, indignée, « Never lecture the bankers ». Ne donnez jamais d'indications aux banquiers, c'est leur affaire. Ça s'optimisera, mais ne leur donnez pas d'instructions. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la crise du subprime et de la catastrophe de septembre 2008 ? 6 semaines après, le G20 se réunit à Washington et dans son premier grand communiqué, le 15 novembre, pose un principe. Il ne doit pas y avoir de secteur de l'économie financière qui ne soit ou surveillé ou régulé. C'est donc l'inverse. Et le monde a un effet, et là le pape a dû jubiler un instant, le monde a reconnu que l'économie capitaliste de marché mondialisée a besoin de règles posées par la puissance publique, un encadrement pour que les choses se passent dans l'ordre et que ce ne soient pas les plus cyniques qui fassent la loi. Je note au passage que c'est ce que le G20 essaye de faire. On a beaucoup dit que ça n'allait accoucher que de souris, que c'est beaucoup de réunions pour pas grand-chose, ce sont des grands communiqués mais on ne voit pas le changement. Je voudrais dire ici que nous devons être un peu plus patients et un peu plus respectueux des difficultés que rencontrent ces gens-là, qui, à partir de cultures totalement différentes, face à un désert de la régulation, sont en train d'essayer d'établir les règles couvrant toute la sphère financière et traitant de sujets jusqu'ici tabous, comme les problèmes des centres offshore, les problèmes des hedge funds, de la régulation des agences de notation, etc. C'est un énorme travail, il va dans le bon sens. Le seul défi est que, en général, l'effort de réforme s'arrête lorsque les crises commencent à s'atténuer. Le grand sujet de vos prières, mes chers amis, devrait être que les gens qui nous gouvernent aient assez de courage et de persévérance pour poursuivre leur travail jusqu'à ce que, en effet, le monde soit convenablement régulé. Et ça, la tâche appartient au gouvernement. Mais il faut, puisque les problèmes sont maintenant à géométrie mondiale, il faut que les gouvernements soient orientés non seulement par la recherche du bien commun chez eux, mais d'un bien commun universel. Chercher un bien commun universel implique aussi
des institutions universelles pour vérifier qu'au plan mondial, les systèmes régulateurs des différents pays s'articulent correctement, qu'une vision mondiale se dégage pour faire face à tout ce qui est aujourd'hui fléau de la mondialisation, en particulier la faim, la crise alimentaire, la crise énergétique. Le pape souligne particulièrement ces deux sujets et il emploie des mots dont on avait perdu l'habitude. Par exemple, pour la sphère énergétique, il nous parle de planification et de redistribution des richesses énergétiques. On a l'impression d'être là dans un langage des années 50, mais non, ça prouve que nous sommes en présence de problèmes d'une profondeur telle que l'action de l'État s'impose. Je ne veux pas être trop long. Le pape suggère d'ailleurs que dans une situation comme celle-là, il serait temps de mettre en œuvre ce que d'une manière prophétique, Jean 23 avait demandé dès le début des années 60, c'est-à-dire la mise en place, à la place de la constellation des institutions des Nations Unies et avec beaucoup plus de pouvoir, d'une autorité publique à compétence universelle, ce qui implique un changement profond dans l'organisation et des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods. Ça implique aussi qu'il y ait un pouvoir d'arbitrage suprême beaucoup plus fort et beaucoup plus légitime que ce qu'est aujourd'hui le G20, mais ça on pourra en parler davantage plus tard. Père Baudouin-Roger, le pape Benoît XVI aurait eu sa place au G20. Il aurait fallu faire un G21. Ah ben, l'encyclique a quand même été publiée la veille de la rencontre à Aquila. Mais je pense que c'était un peu incident. Moi, il me semble quand même que le rôle des politiques qui est affirmé par Benoît XVI est extrêmement important. Et il me semble que la forme de la mondialisation que nous connaissons, elle est liée en partie à l'occultation d'un certain nombre de facteurs qui sont déterminants pour la forme des échanges économiques et qui sont notamment les aspects fiscaux, la prise en compte des données sociales et environnementales, et un autre élément sur lequel d'ailleurs le pape est très précis, la non prise en compte des externalités liées à notre activité, en particulier sur les consommations énergétiques. Il est fort probable que dans un monde où, comme l'indique le pape, les consommateurs d'énergie soient amenés à payer l'ensemble des coûts correspondant à cette utilisation, les coûts de transport évolueraient de manière significative et ça changerait sérieusement les équilibres économiques qui nous amènent à déporter des productions. Ne parlons pas des aspects environnementaux ni des aspects sociaux. Tout le monde sait qu'il y a des enfants qui travaillent dans des conditions déplorables et de durée que nous considérerions comme inacceptables. Autre élément qui me paraît extrêmement important, dont on ne parle pas beaucoup, et qui relève des politiques, outre l'harmonisation fiscale et sociale, qui est là même en Europe, c'est un vrai problème, l'harmonisation fiscale et sociale. On le sait entre l'Irlande, les pays de l'Est, etc. Mais je veux parler, facteur important que je veux souligner, c'est la question des taux de change. La parité du renminbi qui est certainement un facteur de compétitivité énorme. Aujourd'hui, la livre a perdu 20%. Je disais, mais que dirait-on d'un pays qui instaurerait une taxe à l'entrée de 20% et subventionnerait ses exportations de 20%? On dirait c'est scandaleux. Eh bien, c'est bien ce qui se passe lorsque les taux de change varient. Pour ce qui est de la réglementation fiscale, eh bien, on sait que un des atouts de la place financière de Londres, c'était une réglementation qui était relativement tolérante et laxiste. Jérôme Contamine, un mot sur ce thème. Je trouve que la tâche est immense et que les besoins sont urgents. Et je trouve que le pape nous appelle, dans cette partie de l'encyclique, à une réflexion très globale sur l'humanité dans son environnement, que je trouve personnellement très riche. Et on l'a dit, je ne reviendrai pas sur la gestion et la régulation financière, parce que M. Cantu en est un expert, mais vous avez évoqué aussi la question du climat, et la crainte qu'on peut avoir d'ailleurs, c'est que face à la crise, on abandonne ce sujet du climat. Or, ce sujet du climat, c'est la désertification de zones considérables, c'est des risques d'inondation dans d'autres. Donc ça, c'est tous les risques de la mondialisation. Donc on voit bien que cette régulation qu'on appelle de nos voeux, c'est quelque chose qui doit aller bien au-delà de la régulation économique et financière, mais bien aussi
aller toucher un certain nombre de sujets, comme le climat, comme l'usage des ressources énergétiques, et finalement aussi, et je crois que la leçon est là, derrière l'évolution des partages des richesses, une évolution des modes de vie. Et donc une sobriété, notamment dans les pays riches auxquels nous appartenons, dans notre consommation, qui renvoie à bien des référents que nous partageons, je pense, autour de cette table et dans cette salle ce soir. Donc, est-ce que le pape devait être un autre membre du G20 ? Je n'en sais rien. Ce que je crois, c'est que en nous apportant ou en relançant cette idée d'autorité mondiale, qui est une idée extrêmement forte, je souhaiterais quelque part qu'elle ait le même succès que d'autres, comme par exemple le principe de subsidiarité dont on m'a expliqué qu'il venait de l'Église et qu'aujourd'hui il est employé tout à chacun tous les jours. Donc je crois qu'il y a là des concepts extrêmement forts qui, si on les développe et si on les appuie, peuvent être quand même justement la manière de gérer cette mondialisation qui est l'enjeu de l'humanité des années qui viennent. Je vous propose peut-être de garder la parole pour aborder un autre thème, Jérôme Contamine, qui est la responsabilité des entreprises dans cette mondialisation évoquée par le pape. Les entreprises, à la fois les actionnaires, le monde de la finance. Comment est-ce que vous, praticien de l'entreprise, cadre dirigeant, vous avez reçu ce message ? Alors, la responsabilité d'entreprise, elle est à la fois importante, mais elle est diffuse. Donc chaque entreprise a sa part de responsabilité, mais elle est modeste. Mais comme chacun d'entre nous aussi a sa part de responsabilité, et bien sûr, à l'échelle de l'humanité, elle est modeste. Je vais simplement faire part de 3 réflexions. La première, c'est que l'entreprise, ou les entreprises que moi je connais, c'est-à-dire plutôt des grandes entreprises, on va dire des entreprises mondiales, des géants mondiaux, n'est-ce pas, sont un des exemples de communautés multinationales. Mondiale. Multinationale, non pas au sens financier du terme, car nous faisons cohabiter tous les jours, j'ai essayé de le dire, c'est une vraie réalité, nous faisons cohabiter aujourd'hui tous les jours des gens d'origine diverses en termes de formation, en termes de niveau de vie, bien sûr, mais aussi en termes d'origine culturelle, en termes de civilisation. Et ce n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire, ce n'est pas une mince affaire, car derrière les mots et derrière les expressions, les compréhensions elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Et nous savons tous, en tant que dirigeants d'entreprise, que lorsque nous sommes en Chine, où nous disons, au fond, il faut être chinois en Chine, et nous savons que nos collaborateurs, ils ont une appartenance à l'entreprise, ils ont une appartenance à leur pays, et qu'à bien des moments, on disait ça avant des Japonais, le pays est plus important que l'entreprise. On le sait. Donc on est, en quelques mots, si vous voulez, amené tous les jours à vivre cette espèce de melting pot culturel. Et ça, je trouve que c'est vraiment un sujet d'enrichissement, et c'est un sujet qui nous préoccupe et nous concerne tous les jours. Donc ça, c'est peut-être la première chose que j'avais envie de dire sur ce sujet. Et derrière ça, il y a des choses factuelles et réelles, et qui ne sont pas si mauvaises que ça. Car finalement, lorsqu'une grande entreprise se développe, elle applique un certain nombre de règles partout dans le monde. Père Roger parlait du travail des enfants. Voilà des sujets sur lesquels, aujourd'hui, une grande entreprise s'interdirait directement ou même avec ses fournisseurs. Alors, il y a eu des cas fameux comme les affaires Adidas et Nike, il ne faut pas citer de nom, mais au fond, c'est des cas anciens. Toute autre grande entreprise sait aujourd'hui que déroger à des règles comme le travail des enfants est mortel pour elle. Donc voilà des domaines dans lesquels finalement nous pouvons, en tant qu'entreprise multinationale, transporter un certain nombre de comportements éthiques qui sont ceux qui font le fondement même de notre fonctionnement d'entreprise que nous avons connu depuis des dizaines et des dizaines d'années au minimum. Et je pourrais développer ça. La solidarité de l'entreprise après le tremblement de terre d'Aquila ou après une inondation aux Philippines, c'est une réalité. C'est une réalité de la solidarité d'une communauté humaine. Et est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité spécifique pour l'actionnaire, en particulier en n'exigeant pas un degré de rentabilité qui ferait qu'il y aurait des abus? Je ne fais pas de réflexion qui est un peu personnelle. Je pense que l'actionnaire est devenu quelque chose de totalement anonyme, en tout cas pour le capitalisme liquide, c'est-à-dire pour les sociétés cotées. Par exemple, Sanofi Aventis, il y a combien d'actionnaires? 1 million. D'accord. Bon. Ces gens-là, ces actionnaires, ils sont détenteurs à un moment donné d'un titre qu'on peut qualifier de droit de propriété si l'on veut, mais ils peuvent être détenteurs 1 seconde, 2 secondes, 1 heure, un jour, 1 an, 10 ans. Ils peuvent le prêter, ils peuvent l'emprunter, ils peuvent le gager, ils peuvent le couvrir, acheter des dérivés, etc. En d'autres termes, aujourd'hui, l'actionnaire
il n'est pas dans la conception traditionnelle propriétaire de l'entreprise. Simplement, il détient un titre auquel sont attachés un certain nombre de droits, y compris d'ailleurs des droits de gouvernance, des droits qui sont extrêmement importants. Et tout l'exercice, toute la problématique de la gouvernance de l'entreprise, c'est l'articulation entre une direction, considérée souvent comme toute puissante, et des actionnaires, eux, qui ont au moins la caractéristique d'être invisibles et d'agir en fonction d'un certain nombre de critères et en fonction des droits qui leur sont donnés. Ceci pour dire que je renverrai un peu au sujet de la régulation, au fond. C'est-à-dire que l'actionnaire, il a effectivement une certaine exigence de rentabilité. Parce que cette action aujourd'hui est extrêmement liquide et elle peut s'échanger, il a beaucoup de mal à avoir un raisonnement de long terme. Le travail du management d'une entreprise dans ce domaine, c'est d'essayer à tout moment, d'essayer d'articuler une préoccupation qui inévitablement est une préoccupation de court terme, en tout cas de l'actionnaire d'une société cotée, et l'histoire de l'entreprise sur sa durée. Et ça fait partie du métier même des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Donc, quant à l'actionnaire lui-même, il faut lui interdire d'être trop greedy, pour parler franglais. Et pour lui interdire d'être trop greedy, il faut là aussi lui mettre un certain nombre de cadres. Il faut par conséquent que les conditions pour gagner trop d'argent trop vite ne soient pas possibles. Soit à travers des modes de taxation, soit à travers des obligations de détention minimale. On revient à des problématiques de régulation. Donc voilà, si vous voulez, ce que j'ai envie de dire sur l'actionnaire rapidement. Père Baudouin-Roger, vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème-là? Oui, moi j'ai trouvé que le pape prend des positions claires et qui me réjouissent en soulignant justement que la place trop exclusive de l'actionnaire dans la destinée de l'entreprise est problématique parce qu'elle n'honore pas la réalité humaine qu'est l'entreprise dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions. Je suis assez d'accord aussi avec Jérôme sur le fait que cette question de la liquidité des actions qui est nécessaire au fonctionnement du marché, je pense qu'on y va de façon tout à fait excessive, que ça devient à la limite un facteur d'instabilité et qu'il y aurait matière à réfléchir, vous voyez, sur le fonctionnement même du marché. Pour le moment, on dit qu'il faut un peu plus réguler les agences de notation, mais il me semble que la question le fait de vendre à la seconde les titres que l'on détient, eh bien, ça doit poser question. Ça ne va pas de soi. On l'a choisi de le faire comme ça, et je pense que ce serait important d'y revenir. Et plus généralement, je mettrai en question cette primauté de la finance sur l'économie. Aujourd'hui, une entreprise, c'est quoi? C'est un actif que l'on détient quelques secondes ou quelques heures, mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on escompte une plus-value. Et donc, on a en quelque sorte une économie qui est au service de la finance et au service du profit. Alors, deux petites remarques. La première, c'est que la finance, ce n'est pas un monde abstrait, c'est vous et nous. Et c'est notamment aussi la question des retraites. Les exigences de rendement des capitaux, elle s'est développée notamment par les fonds de retraite. On a voulu, en quelque sorte, on a demandé à la finance de résoudre un problème auquel personne ne voulait se confronter, qui est de dire comment on va financer une population qui est toujours à la retraite à 60 ou 65 ans, mais qui vit de plus en plus longtemps. Alors, il me semble que la question que nous pose Benoît XVI et qui est très importante, c'est la question des fins. Il nous invite à une réflexion nouvelle et approfondie sur le sens de l'économie et de ses fins. Je crois que dans ce cadre-là, nous serons naturellement amenés à mettre la finance à sa place, c'est-à-dire au service d'une économie qui produit des biens et des services utiles à la vie des hommes pour qu'ils accomplissent ce qu'ils sont, qu'ils construisent la communauté qui sera conformément à leur vocation. Vous parliez des fins et ça nous amène à la dimension presque théologique de cette encyclique. Oui, moi personnellement je pense que la dimension théologique est très structurante de cette encyclique. Cette perspective d'une humanité constituée de personnes qui est appelée à former une communion fraternelle universelle, et que la charité est en quelque sorte la force, le terme est entendu plusieurs fois, le dynamisme qui pousse les hommes dans cette direction, me paraît tout à fait central. Michel Cantu.
Un mot là-dessus, peut-être, vous aussi, qui pouvez être théologien, au moins pour ce soir. Je ne suis pas théologien, et donc je ne peux qu'écouter avec respect et tâcher de me pénétrer de ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai été très, très frappé en lisant d'un œil non théologique cette encyclique, d'affirmations extraordinairement fortes et un peu provocantes du pape. Quand il nous dit, par exemple, que finalement, le moteur premier du développement, c'est Jésus-Christ, que le dynamisme du développement, c'est la charité dans la vérité. Ça donne à penser. Moi, j'avais appris que le moteur du développement, c'était une combinaison optimale du capital et du travail. Et ça vous ouvre des horizons nouveaux. Bon, voilà. Alors, ça m'amène à réfléchir. Et je dois dire qu'il était bon que le pape nous dise ça. Et nous dise aux militants chrétiens, que nombreux certainement ce soir ici, que nous devons avoir constamment ça à l'esprit, parce que c'est ceci qui fait notre originalité dans le grand travail pour le développement. Nous avons toujours une certaine tendance à oublier cette dimension que notre foi, notre appartenance au Christ ajoute à notre engagement dans les tâches humaines. Nous avons tendance à l'oublier. Il était bon que cette encyclique nous le rappelle, mais je vois que le temps passe et donc je m'arrête là. Mais non, parce que vous nous ouvrez tellement d'horizons qu'on pourrait consacrer une autre émission à cette partie-là. En tout cas, mon père, messieurs, merci beaucoup. Je crois qu'il était particulièrement utile dans cette conjoncture économique d'essayer de comprendre un peu mieux les pistes ouvertes par le pape, même si on se rend bien compte dans cette encyclique qu'il ne se met pas à la place des actionnaires ou des dirigeants d'entreprise ou des financiers. Il leur donne des directions. Cette encyclique, vous le disiez, n'est pas toujours d'un accès très facile, donc peut-être aussi était-il nécessaire de faire ce travail de pédagogie. J'espère que nous y avons contribué ce soir, même si bien sûr nous n'avons pas pu évoquer tous les sujets. Voilà, il nous reste quelques instants pour vous remercier de nous avoir suivis ce soir. Merci de votre attention. Cette émission faisait partie d'un cycle de plusieurs émissions. Je crois qu'il y aura d'autres thèmes qui vont être abordés, retransmis ou non sur KTO, mais le cycle va continuer. Et je vous rends tout de suite l'antenne en vous remerciant de votre attention. Bonsoir.